m'avaient reproché les autres congrès d'être trop rapide sur ces questions d'actualité, parce que vous aviez tout le temps plein de questions. Et donc cette année, on a décidé de la diviser en deux. Donc on en a une première aujourd'hui, où on n'aura pas trop de temps pour les questions, parce qu'à la fin, vous verrez, on vous donnera un QR code, et vous pourrez nous poser les questions cet après-midi via ce QR code. On pourra peut-être les regrouper, et on passera beaucoup plus de temps demain sur la dernière question d'actualité à répondre à vos questions. Et puis, on pourra bien sûr avoir une conversation en direct. Mais voilà, on a divisé cette partie en deux pour essayer de passer plus de temps avec vous et pour répondre à vos sollicitations. Je ne sais pas, alors elle m'a dit c'est une surprise. Le diaporama, Céline me fait des surprises. Ah ben non, alors c'est pas ça que ça commence. Donc, on va plutôt acter, entre guillemets, scientifique aujourd'hui, et puis demain, tout ce qui est législatif, organisation. Avant de leur laisser la parole, donc c'est pour nous un énorme avancée qui a été faite ici. Vous avez tout le temps plein de questions très légitimes, et ils vont développer ça, sur des choses très concrètes qu'on ne retrouve pas résumées comme vous le voulez, dans la totalité de nos références. À chaque fois, on dit non, il n'y aura pas, je vais me faire engueuler, mais il n'y aura pas de GNR de la FGSU parce que c'est antinomique. Mais par contre, vous avez des tonnes de références scientifiques qui changent tout le temps. Allez les chercher. Votre demande à vous, c'était oui, mais nous, on aimerait bien un outil pour aller le voir. Et ça va être pour nous la référence qui va nous permettre de dire ce que vous pensez, vous, experts. Et donc, un étroit travail entre l'ASFMU et l'ANSESU pour arriver à ces recommandations formalisées d'experts, pour vous en avant-première, parce qu'elles ne sont encore pas diffusées. Et donc, je voudrais remercier énormément les deux protagonistes, même s'il y avait beaucoup de personnes qui ont travaillé autour. Le professeur Douillet pour la SFMU et notre professeur Debien pour l'ANSESU. Et je leur laisse la parole pour nous présenter cet énorme travail. Alors, bonjour à tous. Je vais vous dire une chose. Attention. Ouais. Alors, quand il commence comme ça, attention. J'avoue qu'il y a 2 ans, lorsque ça a émergé chez nous au sein du CA, sinon ça ne va pas être possible, ça va être compliqué, mais ça correspond vraiment à un besoin. Et là, on s'est dit, on va relever finalement le défi, parce que de toute façon, nous, finalement, à l'ANSESU, les défis, on aime ça. Et puis, on était frappé la porte à la SFMU, et j'ai eu vraiment un grand plaisir de rencontrer Delphine, qui, certes, du CESU 49, mais c'est vrai qu'on a eu une synergie tous les deux qui a fait que tout aussi a pu se faire. Et ça, c'était vraiment un travail collaboratif. Mais non, mais c'est vrai, il faut le dire. Voilà. Et donc, non seulement ça correspondait à un besoin qui était scientifique, qui correspondait à votre besoin qu'on avait évalué au départ, honnêtement, c'était aussi des relations très synergiques entre nos deux structures. Voilà, donc ça, c'était un premier élément auquel je voulais vraiment insister maintenant. Concrètement, rappelez-vous, l'année dernière, vous avez utilisé vos portables et vous avez QR codé, et puis vous avez répondu à donc un questionnaire qui nous a permis donc de déterminer 5 sujets qui vous intéressaient, auxquels il nous fallait à ce moment-là trouver une réponse. Sur les 5, et je laisserai Delphine continuer, finalement on a pu trouver 4 réponses, 4 recommandations. Vous voyez que finalement, vous aviez posé de vrais problèmes, qui nous a posé de vrais problèmes, et auxquels on n'a pas forcément eu toutes les réponses, en tout cas, tout de suite, pas toutes les réponses. Voilà, le constat de départ, c'était quoi? C'était qu'on avait quand même une disharmonie au niveau des messages, c'est que ça correspondait aussi à des attentes. On avait des disharmonies même de pratique, de service en service, de département en département, parce que tout n'est pas dit dans les recommandations type ERC. Et sur le terrain, en fonction des habitudes de service, en fonction de l'histoire, en fonction des parcours de chacun, on n'a pas forcément les mêmes pratiques, ou même tout simplement les moyens, les environnements. Nous, on était là aussi pour y répondre à tout ça. Donc, on a cette variabilité de pratiques. Et puis, il y a des espaces où nous n'avons pas finalement de recommandations, et c'était à nous finalement de jouer ce rôle-là.
Donc, notre objectif, ça a été de vous proposer des recommandations qui correspondaient à vos besoins, d'accord ? En tout cas, très compréhensibles et puis surtout très applicables pour vous en formation. Les recommandations, elles sont scientifiques vis-à-vis de patients dans des traitements, dans des procédures de prise en charge. Mais il y a aussi le côté formation, et c'était cette dimension qui était aussi importante et recherchée par notre travail. Voilà. Donc, je laisse la parole à Delphine. Alors, en termes d'organisation, donc, effectivement, il y a eu cette sollicitation de l'ANSESU auprès de la SFMU. La SFMU, il y a une commission à l'intérieur de la SFMU, donc c'est la commission des référentiels, où c'est notre travail de faire les recommandations. Et donc, ce qui était vraiment intéressant dans cette démarche, c'est que ça partait effectivement de vos questions pour pouvoir essayer d'y répondre et de donner voilà, les arguments scientifiques. Alors, vous avez bien choisi les questions, parce que vous allez voir, en fait, il n'y a pas beaucoup de niveaux de preuve. Vous n'avez pas demandé des questions qui sont des hauts niveaux de preuve où toute la littérature a déjà tranché. Oui, il faut faire un massage cardiaque. Bon, voilà. Vous avez choisi des petites niches, donc ça nous a bien challengé. En tout cas, c'est des questions. Après, c'est validé par les différents CA. Et puis, les gens se mettent au travail. On fonctionne avec une organisation où il y a des experts un peu méthodologistes de comment on fait des recommandations, des experts de l'ANSESU, des experts de la SFMU. Et donc, voilà, on veut déjà remercier toutes ces personnes-là qui ont vraiment pris beaucoup de temps, parce que c'est du temps d'analyser chaque article, de se positionner. Et donc, voilà, tout le monde a participé ensemble à ces recommandations. Alors, très rapidement, comment fonctionnent les recommandations ? Vous avez l'habitude d'en voir, les RFE de la SFMU. Eh bien, c'est la méthodologie GRADE. Et donc, ça veut dire qu'on va définir une population, une intervention, une comparaison et les outcomes. Parfois, il n'y a pas de comparaison, on n'a que des études observationnelles et donc on va essayer de pouvoir sortir des recommandations. Les recommandations, elles sont formalisées comme ça. Alors, ça change un petit peu, là, c'est une nouvelle formulation qu'on a définie avec la SFAR, la SRLF. C'est effectivement un grade 1. Il est recommandé. Vraiment, toujours, c'est quand même recommandé de faire ça. C'est des bonnes pratiques. C'est imposé aussi à nous dans les recommandations de bonnes pratiques. Et si on a un souci, ça peut nous être un petit peu reproché si on ne fait pas les grades 1. Les grades 2, il est recommandé avec une recommandation faible. Le plus souvent, il faut faire ça. Puis après, des avis d'experts. Et si vraiment on n'a pas de littérature, c'est une absence de reco, mais c'est vrai que ça nous embête toujours un peu. Et donc, 5 questions sélectionnées. Les 5 questions. La première, c'était concernant le traumatisé en extra-hospitalier. Est-ce qu'on met un collier cervical ? Grande question. Est-ce qu'il faut réaligner d'emblée les membres avant une radio ou est-ce qu'on attend la radio ? Est-ce que, voilà, quelles sont les modalités et dont l'algorithme pour les hémorragies de membres ? Une question sur les traumatisés inconscients en extra-hospitalier et la position d'attente. Alors là, on ne pourra pas vous donner la réponse tout de suite parce qu'en fait, on a été un peu challengé par les recommandations de l'ERC qui se positionne très clairement. Et donc là, on est en train de voir avec l'ERC leur tableau grade pour voir si on se positionne vraiment comme eux parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de littérature. Donc cette question va être tranchée dans les prochaines semaines, mais voilà, on est encore un peu entre deux, qu'on n'aura pas la réponse, alors que je sais que ça vous intéresse vraiment cette question-là. La 5e, c'est effectivement une échelle d'évaluation de la gravité. Et donc, ça, ce sera Blaise qui vous présentera ça. C'est parti. Chez un patient, donc c'est toujours formalisé pareil, chez un patient traumatisé en extra-hospitalier, faut-il poser systématiquement un collier cervical pour éviter les complications secondaires ? Et donc, la recommandation, c'est bien sûr pas systématique, pas chez tous les traumatisés. Et chez qui on suspecte un trauma du rachis cervical. Donc on a redéfini qu'est-ce qu'une suspicion de trauma du rachis cervical, parce que ce n'était pas forcément très bien défini. Quelqu'un qui a bien sûr une douleur déclarée au niveau du rachis cervical, ou alors quelqu'un chez qui on ne peut pas bien l'évaluer. Donc c'est quelqu'un qui serait inconscient, qui aurait une altération de la conscience, ou une douleur distractive, et donc dans ces cas-là, on le fait. Alors là, effectivement, on sait que chez ces patients-là qui ont un trauma du rachis cervical, finalement, le risque de fracture, enfin la prévalence des fractures est quand même très faible, 1 à 2%. Et donc voilà. La recommandation qui va nous intéresser plus, et là c'est un changement des pratiques, c'est celle-ci, c'est de dire que si on peut évaluer la règle Canadian C-Spine modifiée, soit par quelqu'un qui est formé sur place, soit directement par téléphone, eh bien on peut ne pas poser un collier cervical. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette règle-là ? La plupart des gens qui travaillent aux urgences, vous la connaissez déjà, puisque effectivement elle est déjà bien implémentée dans nos services d'urgence. Pourquoi ? Parce qu'il y a Yann Steele et son équipe qui a travaillé vraiment de façon importante. Il a fait plein de publications là-dessus. La première dans le JAMA en 2001, qui a permis de créer cette règle-là. Et donc cette règle-là, c'est des niveaux de risque.
Le patient, il est... Alors, juste avant, là, je vous présente la règle initiale qui a été créée pour les urgences, pour savoir si on devait faire une radio, un petit peu différent. Et on va voir comment on en déroule pour les patients extra-hospitaliers. Patient âgé de plus de 65 ans, qui a un mécanisme important au niveau du trauma, qui a des paresthésies des extrémités, ok, collier cervical, radio. Un patient qui a un risque faible, et donc c'est les critères qui sont là, un AVP avec voilà, des critères de cinétique. La position assise, elle est bien tolérée, il a pu marcher, il a pas de douleur secondaire, il n'a pas de problème de sensibilité, il peut bouger la tête, et ben on ne fera pas de radio. Donc ça, c'est aux urgences. Aux urgences, pourquoi ça a été validé? Parce qu'effectivement, il y a cette publication après d'implémentation, une étude avant-après chez 11 000 patients, c'est quand même pas mal, dans le BMJ, c'est pas mal aussi, qui montre qu'effectivement, c'est assez sécure et on ne passe pas à côté des fractures. Ok, donc ça nous intéresse aux urgences, mais en fait, il faut savoir que Vaillancourt, donc c'est la même équipe de Yann Steele, a publié dans Annals of Emergency Medicine une étude prospective pour essayer de voir si une règle Canadian C-Spine modifiée pourrait permettre de pouvoir, en toute sécurité, ne pas poser de collier cervical sans rater des gens qui auraient un rachis avec une fracture. Et donc ça, c'est une étude faite chez les paramédics qu'à Ottawa, 4000 patients, et donc qui montre qu'il n'y a pas eu de complications. Il y a eu un échec de la règle qui disait on ne pose pas de collier cervical, mais il n'y a pas eu de conséquences secondaires. Et ça a permis de de diminuer les poses de collier cervical chez 66% de la population, donc quand même un impact intéressant. Donc c'est pour ça qu'on propose cet algorithme-là qui reprend ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'un traumatisé rachidien? Oui, non. S'il est traumatisé, j'évalue le risque d'avoir une lésion sous-jacente et je pose en fonction un collier cervical. Donc voilà, c'est cet algorithme-là qui résume un petit peu ce qu'on vient de dire. Pour la question numéro 2, est-ce qu'on doit faire une radio systématiquement avant de pouvoir réduire un membre? Eh bien, ce n'était pas si simple comme question parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature. Là encore, donc c'est est-ce qu'on réaligne systématiquement avant la radio? Eh bien, la réponse est non. On ne va pas réaligner systématiquement. On va le faire que si il y a une suspicion d'atteinte de la circulation, une atteinte nerveuse ou cutanée, une douleur intense ou alors un membre qui serait vraiment à l'équerre et où on ne pourrait pas faire un transport. Et donc, on résume ces critères-là. Donc là, ce n'est pas une grande nouveauté, on le savait déjà, mais en tout cas, on le dit clairement maintenant. Et puis, si jamais on a besoin de faire une réduction, parce qu'on a un de ces critères-là, on le fera avec une sédation procédurale ou une ALR, et puis on n'en fera pas plusieurs, on ne va pas s'acharner là-dessus. Alors pourquoi on dit ça? Alors, je vous montre une étude, mais il y en a plusieurs, qui montrent que, donc là c'est une étude sur 90 fractures de cheville, il y en a 31 qui ont été réalignées avant une radio, et bien on voit quand même qu'il y a un taux significativement plus élevé de nécessité de réduction secondairement à la fracture. Donc on a un risque relatif à 2,72, donc quand même, en fait on ne fait pas si bien que ça, quand on n'a pas vu déjà la fracture avant. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas systématiquement. Cependant, on sait que ça réduit la douleur, il y a de la littérature qui le dit, et ça pourrait, parce que là il n'y a pas beaucoup de littérature, pourrait permettre de diminuer le risque de lésions vasculaires, nerveuses et cutanées. Donc c'est pour ça qu'on se positionne comme ça. Donc ça c'est un algorithme aussi qui permet de synthétiser un peu ce que je viens de dire, pas systématique, sauf si il y a ces critères-là, et s'il y a un des critères, eh ben on va faire une sédation procédurale ou une anesthésie loco-régionale. Alors, donc, question numéro 3, c'est au sujet donc, de l'hémorragie, la prise en charge de l'hémorragie d'un membre. Grande question, garrot, pas de garrot. Donc, la première question, c'était chez un patient présentant donc une hémorragie active de membre, il est recommandé de mettre en place un garrot hémostatique le plus précocement possible. Ben oui, finalement, depuis quand même certaines périodes, Bataclan, tout ça, on s'est mis à mettre un peu des garrots partout. Mais en fait, on a mis quand même une restriction. En effet, on meurt tout de suite d'une hémorragie, donc plus tôt on aura stoppé finalement cette hémorragie, mieux ce sera pour le patient, d'accord? Sauf que, d'accord, ça ne sera pas systématique. Et en fait, on le rendra systématique dans un certain nombre de situations. La première, c'est bien sûr la plaie de grande taille, d'accord, avec extrêmement délabrante.
d'accord, où là, il n'y a pas finalement de possibilité de faire autre chose. Premier élément. Deuxième élément, c'est la plaie qui est non accessible. Une personne, un bras incarcéré, par exemple, ce genre de choses. Là, il n'y a pas de possibilité de faire de compression directe. Dans cette situation-là, on fera donc dans l'amputation. L'amputation, on sait très bien que le risque hémorragique est important. On ne fera pas plus. Donc, on posera bien sûr un garrot. La présence d'un corps étranger profond, et là, il y avait eu un débat dans l'équipe, parce qu'un corps étranger en lui-même, d'accord, est source finalement de poursuivre finalement le processus hémorragique. Mais on est bien d'accord, on a mis une restriction, et la restriction, c'est le corps étranger profond. L'absence de pouls périphérique, et en particulier dans le cadre du choc hémorragique, d'accord, ou dans l'arrêt cardio-circulatoire. C'est le X, on en parlera un peu plus tard, de la VCD. Et bien entendu, dans le cadre des multiples victimes. Donc dans cette situation, la recommandation, c'est qu'on pose directement un garrot. Sinon, on sera dans le cadre de la recommandation 2. Pardon, ça sera pour la 3. Mais en tout cas, là, pour la 2, en cas de pause, par contre, on a posé la cause, on a bien compris que ça avait des conséquences. Ça avait des conséquences sur le membre, sur l'avenir du membre, sur la fonctionnalité du membre en particulier. Et donc là, les experts, ils suggèrent de réévaluer précocement le garrot et en tout cas le segment. Au moins dans l'heure. Au moins dans l'heure, sans efficacité. Et donc tout ça pour entreprendre ce qu'on appelle une conversion. C'est-à-dire que l'idée, c'est j'ai posé un garrot parce que j'étais dans les situations précédentes, d'accord, mais j'ai une obsession, c'est celle finalement de vérifier l'état de mon garrot, l'efficacité de mon garrot, voir finalement si je ne me suis pas trompé. D'accord ? Et là, dans ce cadre-là, je vais me donner du temps et je vais réexaminer. D'accord ? Et en cas donc de blessure vasculaire maîtrisée par le garrot, la conversion par un pansement compressif, lui, hémostatique, est donc privilégiée. D'accord ? Donc il y a urgence, après avoir posé un garrot, de vérifier après l'efficacité, enfin la pertinence finalement de ce garrot. On était donc dans la première phase qui était celle de j'ai une indication, je dirais sans faille, d'utiliser le garrot. Ok, j'ai mis le garrot. Dans les autres conditions, je vais faire un test. Et le test, c'est la compression. C'est la compression sur la plaie. Je fais cette compression directe et je vérifie finalement si j'arrête le segment. Si j'arrête le segment, dans ce cas, d'accord, je vais à ce moment-là aller plus loin, je continuerai mon pansement. J'ai échec, bien sûr, de cette compression directe, je poserai le garrot en relais. D'accord ? On est dans cette... Là, on a des publications qui sont très... Et en particulier des revues de littérature qui sont très, très récentes, là, de 2025, sur en particulier ce qui revient de la guerre ukrainienne, où on a des garrots qui étaient posés directement et placés, qui n'étaient pas retirés, et avec des lésions qui étaient des lésions après et des conséquences sur le patient, bien entendu, mais aussi sur la fonctionnalité. Donc la réflexion, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, lorsqu'on a posé finalement ce garrot, là en tout cas, on doit mettre à l'épreuve, savoir si simplement une compression suffit pour arrêter le segment. En fait, dans 80% des cas, dans un segment d'un membre, il s'agit d'un segment qui est plus musculaire et qui n'est pas forcément artériel direct. D'accord ? Donc la compression finalement directe doit suffire pour arrêter le segment. Et on est dans cette stratégie-là. À ce moment-là, on va faire un pansement compressif. Donc l'algorithme qui est proposé est le suivant. La plaie hémorragique d'un membre, OK. On est dans le cadre, dans les cas suivants.
plaie grande taille, délabrante, plaie non accessible à la compression, amputation, présence d'un corps étranger, absence de pouls périphérique, choc hémorragique, arrêt cardiaque, multiples victimes. Dans ce cadre-là, et là on est sur un grade de niveau 1, d'accord, on va poser un garrot. D'accord, ce garrot, il doit être plutôt un garrot dédié, c'est-à-dire pas un garrot de fortune. D'accord, ou ça peut être aussi un garrot pneumatique. Et il doit être positionné 5 à 8 cm au-dessus de la lésion. D'accord ? OK. En dehors de ces cas de figure, on est dans le cadre de la pression directe, manuelle directe. Échec, et là on est de grade de 2, on repasse au garrot. Pas d'échec, c'est-à-dire finalement on a géré l'hémorragie, on passe sur le maintien d'une compression par un pansement compressif, plus ou moins imprégné avec des agents hémostatiques. Il s'avère que là, il n'y a pas de publication réelle qui permet de déterminer, savoir si l'un est mieux que l'autre, avec ou sans agents hémostatiques. Et bien entendu, derrière, la surveillance, elle doit être continue. Ça, c'est un avis d'expert. Dans le cadre du garrot posé, on a dit tout à l'heure, on doit réévaluer et on doit réévaluer dans l'heure. En fait, il est bien démontré que les lésions irréversibles apparaissaient à partir de 2 heures. Donc cette réévaluation, on doit la penser dans moins d'1 heure. C'est c'est l'avis d'expert recommandé. Mettre en place donc un pansement compressif. Ce pansement compressif, il est fait bien sûr sous garrot, d'accord ? On va pouvoir même nettoyer la plaie à ce moment-là, et on va on va mettre en place ce compressif. Et puis après, on va desserrer ce garrot et on va voir ce qui se passe. Ça se remet à saigner, eh bien je repositionne mon garrot. Ça se remet pas à saigner, eh bien finalement je vais surveiller. Mais là, je suis dans une autre stratégie qui est celle de l'évacuation finalement de mon patient. À partir du moment où ce garrot il est positionné, mon patient doit être priorisé. Et il doit être priorisé vers un bloc opératoire. Et tout ça coordonné, bien entendu, par le SAMU. Si je n'ai pas de ressaignement, bien sûr qu'il va falloir prioriser ces patients avec ces plaies. On est bien d'accord. Mais la prise en charge peut être différée et on se posera finalement cette question-là. Voilà. Dans tous les cas, le bloc chirurgical doit être de toutes les façons, doit être de toutes les façons prévenu. Voilà. C'est l'algorithme qui vous est proposé et vous voyez qu'on est finalement dans quelque chose qui casse un peu quand même certains dogmes. Question 5. Bon, elle sera relativement rapide. Chez un patient donc, en situation d'urgence, quelle échelle d'évaluation de gravité améliore l'évolution clinique ou la prise en charge initiale des patients en situation d'urgence? C'était finalement la grande question. On aurait voulu avoir des réponses très fermes, à savoir quelle méthode doit-on finalement choisir pour l'harmoniser sur l'ensemble de la France. Alors qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit que finalement il était très important d'avoir finalement cet outil standardisé d'évaluation. Ça, c'est fondamental. Et ça, c'est un grade 2. OK ? Par contre, ce qui n'a pas été permis de dire, c'est quelle échelle on allait utiliser. Est-ce qu'on allait utiliser plus l'X-ABCDE? Est-ce qu'on allait utiliser plus l'ABCDE? Est-ce que c'était finalement marche? Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune bibliographie qui permet finalement de comparer. On sait que c'est efficace de l'utiliser. Par contre, en fonction finalement de vos habitudes, probablement, au niveau local, tout ce qu'il faut, c'est s'harmoniser entre équipes de soins. Par contre, ça, c'est fondamental. En fait, il n'y a pas de grande différence. D'accord ? Je vous laisse à la lecture. D'accord ? Entre l'X-ABCDE et le MARCH, il y a peu de différence. On est bien d'accord, on est en dehors de l'arrêt cardiaque.
D'accord ? L'arrêt cardiaque, on est toujours dans le patient est inconscient, il ne ventile pas, on prend en charge bien sûr l'arrêt cardio-circulatoire. Là, on est dans un outil qui va nous permettre, en dehors de l'arrêt cardiaque, de coordonner et de coordonner et de nous aider tout simplement à cheminer dans notre démarche de soins et communiquer ensemble. Donc la suite, c'est la quatrième question là, qui nous manque. On a vraiment envie d'avoir une réponse sur le traumatisé inconscient et donc ça ne devrait pas tarder. Une fois que c'est fait, ce texte-là sera disponible sur le site de l'ANSESU et de la SFMU et puis ce sera publié secondairement. Donc la suite, c'est dans les prochaines semaines, vous aurez un texte publié qui sera un peu voilà, une référence. Et puis vous retrouvez les références bibliographiques qu'on a citées, on est passé un peu vite dessus. Mais voilà. La suite, c'est qu'on s'est engagé dans un partenariat voilà, sur la durée. Au lieu de faire 25 questions, même plus que vous aviez, eh ben, c'était trop intense. Et à la fin, on s'est dit, on va choisir tous les ans 5 questions. Et donc la suite, ce sera 5 prochaines questions qu'on va sélectionner parmi ce que vous allez nous proposer. Alors quand est-ce que vous allez pouvoir nous le proposer ? Demain, on va vous donner un QR code pour pouvoir nous dire un petit peu ce que vous avez comme questions qui remontent. Même si c'est des questions voilà, un peu farfelues, un peu difficiles. Même si c'est des questions de littérature scientifique sur de la pédagogie. On peut aussi, bien sûr, l'objectif, c'est de faire des recommandations scientifiques, donc la science pédagogique ou la science clinique pure. Voilà, vous pourrez être libre de proposer ça. Et puis, ce sera présenté au prochain congrès qui sera à Angers, et où on aura le plaisir de pouvoir vous accueillir à Angers et vous présenter ça. Voilà. Carole est en train de tomber. On fera les questions après. On est en 2025, comme en 2020, comme en 2015 et comme en 2030. Eh bien, on a les nouvelles recommandations ERC. On vous fait un teaser avant de vous expliquer, parce qu'il y a eu plein de choses qui sont sorties, les internationales, enfin les européennes. Vous avez eu le RAX de la SFMU mardi pour ceux qui l'ont suivi. Et on vous fera, nous, un truc aux petits oignons pour l'enseignement dans les semaines qui viennent. Elles vont vous expliquer ça. Donc, Carole et Céline pour un petit teaser des recommandations ERC 2025. Parfait. Alors, juste pour prévenir quand même avant, c'est que vous allez retrouver toutes les informations de l'ERC. Alors là, on va parler que de l'arrêt cardiaque de l'adulte, mais vous allez retrouver tout ça sur le webinaire qu'on va faire le 31 mars, merci Président. Et comme ça, on réglera la pédiatrie, tout ce que vous avez rêvé de savoir et que vous saurez en mars avec le webinaire. Et pas que la pédiatrie, il y aura aussi l'adulte, les situations particulières, etc. Là, c'est juste les infos prégnantes pour l'adulte en situation simple. Le 30 mars, en plus, tu nous dis n'importe quoi, mais il y a la date à la fin. La première partie concerne la notion de la chaîne de survie sur laquelle il y a une entité supplémentaire qui est la prévention. Pourquoi la prévention ? Parce qu'on sait que bien souvent, en préliminaire d'un arrêt cardiaque, il y a un patient qui se dégrade. Et donc, il faut être attentif au fait qu'il y a certains signes cliniques qu'on doit être en capacité d'identifier et qu'on doit former les gens qu'on a avec nous en GSU au fait qu'il faut être attentif aux signes prédictifs d'un arrêt cardio-respiratoire. Évidemment, il y en a toujours qui vont s'arrêter brutalement, mais en tout cas, il y a cette notion de prévention qui n'existait pas et qui est arrivée maintenant. En ce qui concerne les autres modifications, il y a quelque chose qui a été vraiment très, très, très souligné. C'est la force et la puissance du leadership dans le cadre de l'arrêt cardio-respiratoire. Il faut absolument qu'il y ait un leader et qui manage la prise en charge de l'arrêt pour qu'il y ait le moins d'interruptions possible des compressions thoraciques et que ce soit fluide en ce qui concerne ça. Et enfin, dernier point, ils ont insisté aussi sur le fait que après la prise en charge extra-hospitalière ou intra-hospitalière, après le passage en réanimation et dans un service, il y a toute la réhabilitation physique, cognitive et psychologique post-arrêt qui a une importance incroyable pour que les gens puissent retrouver, en tout cas, pas l'intégralité, mais une vie qui soit correcte pour eux et pour leurs proches. Sur le Basic Life Support, une petite nouveauté dans les consignes, c'est la consigne d'appeler les secours dès le repérage de l'inconscience, sans attendre d'avoir
évaluer la ventilation, donc l'appel au secours un petit peu précoce. On ne parle pas de l'appel à l'aide, mais bien de l'appel au secours. Et donc la notion de profiter de cet appel au 15 pour évaluer la ventilation en attendant la réponse. Enfin, toujours sur le BLS, ils attirent notre attention sur le fait qu'un sujet jeune, sportif si possible, et qui est en train de faire un effort, peut avoir des signes qui sont un tout petit peu différents, c'est-à-dire qu'il va pouvoir garder une ventilation plutôt régulière plus longtemps, même s'il est en gaz, puis il va garder une espèce de fréquence un petit peu plus régulière, et puis surtout, il va garder parfois les yeux ouverts plus longtemps. Voilà. Donc il faut qu'on soit attentif au fait que parfois, il y a un retard à la prise en charge chez les jeunes sportifs parce qu'on a des signes cliniques qui sont différents de celui d'une personne un petit peu plus âgée. Sur le plan dur, l'utilisation du plan dur, donc surface ferme préférentiellement pour faire les gestes de secours, mais on ne déplace pas la victime au sol, c'est un retard à la mise en place des gestes. Et si le patient est sur un matelas ou s'il est sur un lit d'hôpital, sur un matelas, on va plutôt conseiller aux gens d'appuyer plus fort. Et le plan dur, qui était encore quand même plus ou moins recommandé, même si on disait déjà qu'il ne fallait pas qu'il interrompe les manœuvres, là, le plan dur n'est plus recommandé. Yes. Ensuite, pour rappel quand même si ça a été redit cette fois-ci, c'est un rappel. Quand on est en train de réaliser une réanimation avec un insufflateur manuel, on rappelle que quand on va délivrer le choc, il faut retirer au moins à 1 mètre la source d'oxygène. C'est juste une prévention. Et puis que si besoin, on peut, je dis bien le si besoin, ça n'est pas une exclusivité, on peut pratiquer la ventilation à 2 personnes pour que ce soit efficace. Évidemment, quand un patient a un risque d'infection, on peut garder cette technique parce que ça limite quand même le fait qu'on puisse diffuser une contamination quelconque par un virus. On parle bien de la ventilation à 4 mains. Tout à fait. À 2 personnes et à 4 mains. Parce que sinon, pas de bras, pas de... Tout ça. Rappel aussi sur l'importance d'éviter les interruptions des compressions thoraciques avec une interruption qui doit être inférieure à 5 secondes pendant l'analyse. Si on est sur une analyse par un défibrillateur, une analyse manuelle, j'allais dire, c'est une analyse par quelqu'un qui utilise un défibrillateur manuel, ou de ne pas dépasser 5 secondes pour l'administration du choc lors de la réanimation. D'où l'importance qu'on a vu précédemment, le leadership doit être très attentif à ce genre de choses. On est passé de 10 à max à 5, donc il faut vraiment qu'on soit là pour driver les équipes. Enfin, pas de nouveauté sur le positionnement des électrodes. On rappelle juste quand même que après le 3e choc inefficace, mais ça c'était déjà existant, on change la place des électrodes et on les met en antéro-postérieur, parce que si ça n'a pas marché dans un sens, ça peut potentiellement marcher dans l'autre. On rappelle, et il a été clairement expliqué, qu'il n'y a pas de double défibrillation pour l'instant, mais on est très attentif sur ce qui suit, ce qui arrive là en termes de recherche sur cette double défibrillation, mais pour l'instant, il n'y a aucune recommandation qui préconise de le faire. Et puis, pas de changement sur le 150 joules qui va aller croissant. Attention sur certains appareils, et ça, vous verrez avec les choses avec lesquelles vous travaillez, il y a des appareils qui commencent leur premier choc à 120 joules, Zoll, je crois. Enfin, il faut que vous soyez attentif à ça, mais en tout cas, 150, 100, et jusqu'à... Voilà. Sur l'ALS, la notion de présence de signes de vie pendant la réanimation, qui doit conduire à l'utilisation d'analgésiques et d'hypnotiques. Et donc ça, c'est un élément nouveau, la prise en compte des patients qui ont des signes de vie pendant la réanimation. C'est ça, sinon on majore l'œdème cérébral et c'est pas bon pour la suite. Enfin, pour aller plus loin, pour aller toujours plus vite, plus haut, si vous n'avez pas la patience d'attendre notre webinaire du 30 mars, vous pouvez aller sur ce QR code. On est très QR code cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué,
Mais en tout cas, au moins, vous avez les infos. Et vous pouvez aller donc avec le QR code sur les recommandations, les lire. Et puis, sinon, venez nous rejoindre en webinaire en... 30 mars. Le 30 Non, mars. c'est juste pour savoir si tu suivais jusqu'au bout. Ah oui, non, non, regarde, elle suit, là, elle est réveillée. 30 mars. Voilà. Merci. Quelques questions sur ces deux sujets, donc les recommandations et formalités d'experts et les premières prémices de l'ERC. Si vous avez des questions par rapport à ça. Marie-France, CHU Guadeloupe. Juste une petite question pour le garrot, pour la réévaluation. Ça, c'est pour uniquement prise en charge médicale ou les sapeurs-pompiers, on va leur apprendre aussi la même chose? Blaise de Bien. Alors, ouais, c'est clair. Il y aura toujours un décalage de quelques mois pour qu'ils se mettent à... La question, c'est que finalement, il y a très peu de littérature. C'est la raison pour laquelle on avait bien ciblé l'affaire. L'autre élément, c'est que nous, on est des soignants. Donc, on s'exprime pour des soignants. Et donc, on va rester dans le cadre des soignants. Voilà. Après, on verra. Mais en tout cas, la littérature, elle va plutôt dans ce sens-là. Donc, paramédics. Et puis, rappelons quand même que le secourisme est basé sur les éléments scientifiques. Et donc, il y arrivera bien un moment où ça va diffuser l'information. Donc voilà. Une autre question? Oui. Damien? Carole, je voulais te demander, on commence à voir apparaître sur le marché des défibrillateurs à usage unique, principalement pour les courses à pied. Ils délivrent que 85 ou 90 joules. Est-ce qu'on a un peu de littérature, savoir si c'est efficace ou pas? Je vais laisser répondre la science de la SFM. Il n'y a pas de littérature pour l'instant importante. C'est des données qui sont précliniques, qui ont été évaluées, mais par contre, ils n'ont pas été évalués en conditions de vie réelle. Je ne dis pas qu'ils ne fonctionnent pas, je dis juste qu'il n'y a pas d'évaluation et de données scientifiques. Ok, merci. Une dernière. Bonsoir, Hélène du CESU Guadeloupe. Pour la compression directe, c'est une simple compression ou une double et ensuite le garrot? Non, c'est une simple compression, c'est un test. D'accord? Donc si tu comprimes, ça s'arrête. C'est une indication après de pansement compressif. Merci. On aura l'occasion demain de continuer toutes ces questions. Quelques minutes, Philippe, pour nous faire le point sur l'application Pulse Life avant de passer à la suite de l'après-midi. Donc, un petit point sur Pulse Life avec... Ça marche comme ça. On m'entend ? Sur les connexions, donc la mise en place de Pulse Life en ligne en octobre 2024, 45 000 connexions, et en 2025, donc les 11 premiers mois, à 33 000 connexions. En moyenne, 4 connexions par personne qui se connectait à l'outil, et principalement des IDE. Médecins, vous voyez le classement des connexions. Associé à ça, on a lancé le mois dernier une enquête pour essayer de savoir en fait quel était l'avis des gens qui se connectaient pour essayer de faire évoluer l'outil, comme on vous l'a dit depuis le début. Cette enquête, on a deux cohortes avec les gens qui ont suivi des AVGSU et surtout en rouge avec des gens qui n'ont pas suivi des AVGSU. C'est intéressant puisque l'outil Pulse Life est accessible par tous les gens qui sont connectés, qui sont identifiés sur l'application. Et donc finalement, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit que l'outil, pour essayer de tenter de savoir qui a répondu à cette enquête, on voit finalement que les gens qui n'ont pas suivi des AVGSU sont principalement les IDE libéraux et les médecins généralistes libéraux. Et c'est des gens qu'on n'a pas forcément en formation. Et ce qui est intéressant, c'est que s'ils se connectent à l'outil et qu'ils viennent chercher de l'information, ils seraient peut-être demandeurs, et ce serait peut-être à nous, les CESU, d'aller les chercher, même si ce n'est pas facile.
Concernant l'enquête, pour essayer de savoir comment les gens, le niveau de satisfaction de l'utilisation de l'outil, ils pensent que c'est plutôt pas mal, d'accord. La deuxième chose, c'est la facilité de l'utilisation de l'outil. Là aussi, ils ont l'air assez contents, donc très bien. La régularité, alors forcément, on est sur 200 personnes les 15 jours de novembre. On va continuer l'enquête et ça nous donnera plus d'informations. Mais là, principalement, avec des gens qui se connectaient qu'une seule fois. Donc, avec des gens qui se connectent plusieurs fois, ce sera peut-être plus intéressant. Concernant les supports, c'est pas significatif. Donc, en fait, que ce soit des PDF, des Geniali ou des Prezi sont les 3 outils principaux qu'on a utilisés. Il n'y a pas de préférence. Donc, on verra par la suite. Et enfin, ce qui nous intéresse pour faire évoluer l'outil, c'est à la question est-ce que ça vous plaît comme il est ou pas? Eh bien, à 80%, ils souhaiteraient qu'on upgrade l'outil en associant des questionnaires. Ça fait du lien avec les conférences qu'on a pu avoir hier et aussi un petit peu ce matin. Et puis, l'association également de vidéos pour se projeter un petit peu plus. Et puis enfin, pour terminer, avant d'avoir à répondre à ces questions, j'ai anticipé, oui, on a encore un petit peu de retard et les 3 modules manquants vont arriver bientôt. Voilà. Juste avant qu'on parte en atelier, qui ne savait pas de quoi on parlait là? Application Pulse Life et FGSU. Voilà. Donc je rappelle, en donnant le QR code demain, qu'on a créé une application, enfin on a fait un partenariat avec Pulse Life pour donner une sorte de résumé d'AFGSU. Et donc que vous pouvez faire flasher à vos apprenants à la fin de la session d'AFGSU pour qu'ils puissent avoir une sorte de résumé, une sorte de... Peut-être que certains d'entre vous ont encore des petites plaquettes papier. Eh bien, on ne donne plus de petites plaquettes papier parce que ça fait mal à la planète. Je vais faire Monsieur Estrosi. Et ça nous permettra d'avoir ce rappel, en tout cas, cette petite plaquette tout le temps dans sa poche avec l'application Pulse Life. On vous donnera demain le QR code. Juste avant que vous alliez en atelier, hier, il y a eu des élections hier soir. On voulait vous l'annoncer là parce qu'il y a plein de monde qui nous ont demandé ce matin. On voulait le faire demain, c'était trop tard. Donc voilà les 7 membres élus. Il y avait 10 candidats hier, il y avait 7 sortants. Voilà les 7 nouveaux membres élus avec le nombre de voix. Il y avait 86 votants et 83 exprimés. Donc bienvenue au CA de Lancesu à des petits nouveaux, le docteur Céline Longo, le professeur Blaise Debien, Isabelle Boraccia, le docteur Giuliano et les 3 vrais petits nouveaux, grands nouveaux même, Émilie Rimbert, Damien Chauvat et Bertrand Guillard. Donc voilà les nouveaux élus au CA de Lancesu qui vont faire, je le sais déjà, beaucoup de travail pour vous. On vient de réélire le nouveau bureau, vous verrez, il y a des surprises et donc on vous présentera ça demain.